Parmi nous, chacun s'interroge sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qui nous pousse? Est-ce la quête du bonheur ou la fuite des mauvais jours? N'oubliez pas que Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs internautes de l'émission My Destiny. Aujourd'hui c'est le deuxième numéro de ce programme. Pour ce deuxième numéro, nous recevons Archip Mokoko, un jeune écrivain et poète qui nous parlera de son expérience en tant qu'écrivain, de sa carrière et de son parcours. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour Archip. Bonjour Dorcas Païpaï. Comment vous allez? À merveille, vous-même? Je veux très bien. Et bon, voilà. Archip, vous êtes un jeune écrivain, vous êtes un jeune poète. Vous écrivez déjà à cet âge. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a inspiré de devenir écrivain? Alors, je me retrouve maintenant ici comme écrivain congolais, jeune écrivain, disons-le ainsi. Alors, s'il faut que je vous dise comment est-ce que je me suis retrouvé sur l'arène littéraire et culturelle de notre pays, j'aimerais peut-être partir ou bien parvenir à fouiner dans mon passé assez lointain. Déjà dès le bas âge, j'ai accordé une grande importance à la lecture, surtout à la lecture des œuvres de l'esprit. Et j'entends par là des œuvres qui concernent la littérature. Et il s'agit dans ces cas non seulement de la littérature occidentale ou bien européenne, mais aussi de la littérature de notre pays. Et puis, quand je suis allé au collège Saint-Frédéric dans la commune de Kimbantseke, en 5e année, je fus nommé vice-rédacteur en chef d'une revue de l'école. La revue en question s'appelle Koduto Yagosum. Et puis pendant ces temps-là, je faisais la mathématique physique, mais j'accordais quand même une grande importance aux activités culturelles. Et l'année suivante, je serai nommé directeur de publication de la dite revue. Alors de ces goûts, de cette passion pour la lecture, naîtra aussi les goûts acharnés ou bien la passion acharnée pour la littérature. En 2017, j'ai publié pour ma toute première fois un recueil de poèmes. Le recueil s'intitule Fulgurance d'espérance. Et en 2018, je suis parvenu à publier un second recueil. Pas second recueil, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres œuvres que je suis parvenu à publier, pas publier mais à écrire, mais qui ne sont pas encore publiées jusque-là. Donc, la littérature et la lecture constituent pour moi des fondamentaux assez importants, puisque sans cela, je ne parviendrai pas tellement à me sentir dans ma peau, à me sentir dans mon élément. Et puis, la littérature et l'écriture constituent pour moi les différentes manières par lesquelles je parviens à exister. Pour moi, exister, c'est aussi parvenir à raconter, c'est aussi parvenir à narrer. Et lorsque je narre, je parviens aussi à restituer les méandres de mon âme, pour paraphraser un écrivain célèbre au nom de Rick. Donc pour moi, l'écriture, c'est vraiment dans ces contextes-là. C'est pour dire que je suis parvenu à écrire en me laissant influencer par l'environnement dans lequel je suis parvenu à grandir, l'environnement dans lequel je suis parvenu à me découvrir davantage, et c'est dans ces contextes-là. Très bien, Archip. Pendant le moment difficile de la Covid-19 qui a frappé tout l'univers, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que tu as peut-être écrit pour sensibiliser que le peuple congolais, en particulier, puisse respecter les mesures barrières? Alors, pendant ces temps de crise pandémique, je suis parvenu à entamer 2 projets littéraires. Le tout premier s'attend déjà vers la fin, c'est un recueil de poèmes. J'ai déjà écrit pratiquement une vingtaine de poèmes. Et la particularité de ces recueils, c'est que ce sont des poèmes qui sont assez identiques. Dans chacun de ces poèmes-là, on trouve le même nombre de vers, on trouve aussi le même rythme. Et en plus de cela, j'ai aussi entamé un projet de roman, toujours pendant ces temps de crise pandémique, et qui cadre aussi avec l'actuelle crise qui frappe de plein fouet l'humanité. Alors, j'essaie un tout petit peu de m'occuper, puisque un esprit qui est inoccupé, c'est aussi la télé du diable. Alors, pendant ces temps de confinement, ces temps de déconfinement, qui est peut-être en gestation, je sais quand même de m'occuper moi-même et de parvenir à entamer d'autres projets littéraires, à m'exercer davantage dans d'autres arts, notamment la musique et le reste. Bon, Archip, j'ai lu ton recueil de poèmes Armes et Charme qui accorde beaucoup plus d'importance à la femme. Mais en tant qu'Africains, nous sommes en Afrique, nous savons que la femme est considérée comme l'être inférieur à l'homme. Mais je ne sais pas, pourquoi est-ce que tu peux, en tant qu'Africain, accorder beaucoup d'importance à la femme?
Alors, je dois souligner que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parvenu à rédiger ces recueils de poèmes-là, puisqu'on a l'impression que la femme, c'est, comme on le dit ici chez nous, c'est la septième bête après les crapauds. La femme, on doit la reléguer au second plan. La femme, c'est peut-être, elle est réductible aux travaux ménagers, elle est réductible, je ne sais pas moi, à ceci ou à cela. Alors, moi, je suis parvenu à écrire les recueils de poèmes d'armes et charmes pour parvenir à redorer les blasons ternis de la femme, puisque j'ai l'impression, et c'est pas seulement ma propre impression, c'est aussi l'impression qui pourrait être collective ou générale, la femme dans notre société, qui accorde beaucoup plus d'importance à la dictature de la masculinité, semble vraiment bafouée. Et c'est peut-être avec ces temps que l'on se rend compte que la femme est quand même propulsée dans la mesure où elle parvient à occuper des postes clés, aussi bien sur la scène politique du pays que sur, je ne sais pas moi, le plan académique. Alors, je suis parvenu à écrire ces recueils de poèmes pour arriver aussi à redorer ces blasons pour dire à la femme, écoute, tu n'es pas seulement appelé à te réduire aux travaux ménagers, tu n'es pas seulement appelé à te réduire, je ne sais pas moi, à ce que tu fais, femme maraîchère ou quoi que ce soit, mais tu es comme, tu es un être de valeur, quoi. Donc, tu vaux encore ton pesant d'or et ta voix vaut encore son pesant d'or, puisque la voix de la femme, c'est aussi la voix de l'humanité. Et de ces galanteries, nous pouvons facilement bénéficier de beaucoup de choses. Et dans un pays où la femme semble être fragilisée, semble être marginalisée, il convient aussi de parvenir à faire résonner ce son de cloche, surtout pour ces femmes qui sont violées, violentées à l'est de notre pays. Ces femmes qui, matin, midi et soir, se rendent compte que leurs droits, leurs devoirs sont vraiment fragilisés, sont vraiment aménisés. Alors c'est aussi une occasion propice pour dire à toutes ces femmes-là, non, vous valez encore la peine d'être là. Donc le pays peut encore compter sur vous. Et c'est un peu dans ce sens-là. Ah oui, les femmes ont entendu, le pays peut encore compter sur nous. Archip, vous êtes rédacteur en chef de la revue L'Avenir, c'est ça? Évidemment, oui. Voilà. Alors, il y a peu de femmes qui ont publié, peu de jeunes filles. En fait, votre cible, c'est la jeunesse. Évidemment. Mais pourquoi il y a peu de femmes? Parce que j'ai lu, je vois qu'il y a dans plusieurs articles les hommes qui ont écrit, mais les femmes n'ont pas beaucoup écrit. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, la revue de jeunes L'Avenir, c'est un organe de presse, c'est une revue bimestrielle qui est éditée par les éditions Mediapol. Ça paraît une fois tous les 2 mois. C'est en circulation depuis plus, je crois, d'une vingtaine d'années. Alors, présentement, j'en suis le directeur de publication et Carole Michel Kawaya, c'est lui le secrétaire de rédaction. Je les salue en passant. Nous avons eu à publier un numéro spécial qui cadre avec l'actuelle crise pandémique qui frappe de plein fouet l'humanité, la Covid-19, je cite. Avant cela, nous avions eu, comme d'habitude, à lancer un appel à texte. Et de ce fait, nous avions reçu une quarantaine d'articles qui nous étaient parvenus. De ce fait, on a eu à trier, on a eu à passer au peigne fin les articles qui nous sont parvenus pour voir quel article correspond à la ligne éditoriale arrêtée, quel article correspond à la thématique et quel article correspond à nos attentes et à notre vision. De ce fait, nous avons eu à retenir pratiquement une dizaine d'articles et fort malheureusement, la plupart des articles qui sont publiés dans le récent numéro de l'Avenir sont écrits par le jeune, par le garçon ou bien par les hommes. Alors tout récemment, sur mon compte WhatsApp, j'avais posté un statut. C'était un peu humoristique. Alors j'essaie un tout petit peu d'amuser la galerie en disant cette fois-ci dans l'Avenir, peu de filles, peu de femmes ont publié des articles. Alors j'ai l'impression qu'il s'agit là d'une dictature de la masculinité. Et là, c'était comme si je remettais le couteau dans la plaie. Il y avait beaucoup de réactions de la part de filles ou bien de femmes qui avaient vu ou bien qui avaient lu ces posts-là WhatsApp. Alors, c'est pour dire que c'est vraiment un défi assez énorme pour les jeunes filles, pour les femmes de notre pays. Ce qui est évident, c'est que beaucoup d'entre elles accordent beaucoup d'importance
à ce qui les attire davantage. Alors, parmi les interventions qui m'étaient parvenues la fois dernière, il y a une qui allait dans le sens tel que si vous voulez que beaucoup de femmes, beaucoup de filles publient dans l'avenir, il faudrait peut-être insérer une rubrique où on parlerait de make-up. Et puis par la suite, pas plus tard que hier ou avant-hier, une fille dont je mérite taire le nom m'a envoyé un message me disant, bon voilà, elle aimerait écrire un article cadrant avec le make-up. Alors, elle me posait la question de savoir quelles sont les modalités à suivre pour parvenir à le faire. Alors moi, je suis parvenu peut-être à lui indiquer le chemin, la voie à suivre. Bon, c'est pour dire que peut-être qu'il s'agit d'une question d'intérêt. Le jeune fille, bien le jeune dame, le jeune femme qui lisent la revue peuvent aussi facilement s'identifier à la même revue si elles se rendent compte que la revue parvient à aborder des questions qui les concernent directement. Et puis, c'est peut-être anodin puisque même dans la revue, on dispose de beaucoup de rubriques, notamment la rubrique « Coin de la femme ». Et je me rends compte que dans la rubrique « Coin de la femme », il y aurait eu peut-être beaucoup de femmes qui devaient quand même nous soumettre des articles. Fort malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont les hommes, ce sont les jeunes gens, les garçons qui nous soumettent des articles. Donc, vous pensez que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont en train de baisser les bras, c'est ça? Difficile de répondre à une telle question, mais je me rends compte que c'est aussi une question de parvenir à les booster, à les motiver davantage, à leur dire, bon voilà, on aimerait peut-être recevoir de vous un article 4 avec telle rubrique. Puisque si une fille ne sait pas que, bon voilà, il existe une revue qui s'appelle L'Avenir et que là-dedans, il existe aussi une rubrique intitulée Coin de la femme, dans ce cas, si elle ne parvient pas à publier un article dans ce sens-là, je crois qu'on ne doit pas la blâmer pour cela. Donc c'est une question peut-être de marketing, des diffusions à grande échelle, que la revue soit connue davantage du grand public, et de ce fait, on peut peut-être parvenir à évaluer cela. Mais dans un premier temps, on est en train d'essayer de travailler dans ce sens-là, parvenir à diffuser la revue à grande échelle. C'est vrai que la revue a fait le temps et l'espace, mais elle a quand même connu des moments de vaches maigres, puisqu'elle ne paraissait plus pendant, je crois, une année, d'avril 2019 jusqu'en avril 2020 de cette année même. Donc, c'est aussi une question de marketing, une question de vulgarisation à grande échelle, pour que la revue soit davantage connue. Voilà, Archip, aujourd'hui rédacteur en chef de la revue que beaucoup de gens aimeraient peut-être occuper. Trop jeune rédacteur en chef, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ce monde-là? Peut-être tes grands frères, plus âgés que toi encore, peut-être les gens qui ont l'âge de ton père, de ta mère, mais comment est-ce que tu arrives en tant que jeune à les gérer? Alors, au sujet de la question d'âge, je dirais qu'il existe l'âge chronologique ainsi que l'âge mental. Alors, on peut croire que l'âge chronologique constituerait une barrière, je ne sais pas, un défi assez énorme à relever pour occuper tel ou tel autre poste, pour exercer telle ou telle autre carrière. Mais moi, je me rends compte qu'il est avant tout question que nous parvenions à nous décoloniser mentalement. De dire que, bon, même si je suis jeune, je peux quand même parvenir à hisser haut l'étendard de l'excellence, l'étendard de notre pays, l'étendard de telle entreprise, mais de telle autre entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment un défi assez énorme que j'essaye du jour au lendemain à relever pour parvenir à donner le meilleur de moi-même. Donc, pour moi, la question d'âge ne pose pas tellement beaucoup de soucis, puisque, bon, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et comme je ne travaille pas seul, je suis toujours entouré d'une équipe, alors j'essaie un tout petit peu de coordonner les activités, de mettre chacun à son poste, d'interpeller quand il le faut, d'animer, de donner vie à la revue, puisque c'est là vraiment le rôle d'un rédacteur en chef, de donner vie à la revue. Et puis, il s'agit aussi d'être toujours en contact avec le grand public pour recevoir des échos, puisqu'il n'est pas avant toute question de donner un message qui n'aura pas de feedback par la suite, non. Il est question d'entrer toujours, ou bien de rester toujours en contact avec les interlocuteurs, puisque nous n'aimons pas parler en termes des destinataires, puisqu'un destinataire, à un destinataire, on transmet un message sans forcément attendre de lui un feedback. Mais à un interlocuteur, c'est-à-dire, bon, je lui transmets un message, je lui dis telle ou telle autre chose, je peux aussi
attendre de telle ou bien de telle autre personne un message qui puisse me réconforter. Alors, nous évoluons un tout petit peu dans cette perspective-là. Donc, nous travaillons toujours et déjà en collaboration avec nos interlocuteurs. Par interlocuteurs, entendez ceux qui lisent la revue, ceux qui nous soumettent leurs articles, c'est-à-dire les rédacteurs, ainsi que l'équipe interne de la revue. Donc, il y a les rédacteurs en chef qui fait aussi office des directeurs de publication, il y a le secrétaire de rédaction, il y a toute une équipe, tout un comité de rédaction. Et là, je crois qu'il n'y a pas tellement de jeunes. Pour revenir un tout petit peu à votre question, là, ce sont des vieilles personnes, peut-être qui ont... Et qu'est-ce qui justifie cela déjà? Parce que votre cible, c'est la jeunesse. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce ne sont pas les jeunes qui écrivent plus que le vieux? Voilà. Alors, quand j'aborde la question liée à l'équipe des rédactions, il ne s'agit pas forcément de ceux qui écrivent, de ceux qui publient dans la revue. C'est l'équipe interne qui parvient à censurer, avec qui je parviens facilement à collaborer pour telle ou telle autre question. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'arrêter une thématique, je consulte, je convoque une réunion à l'intention des membres de l'équipe des rédactions. Alors je leur dis, bon voilà, j'aimerais que pour le prochain numéro, nous abordions telle thématique. Alors je vais entendre dans ces cas les avis, bien les échos venant de pratiquement tous les membres. Et de ce fait, je parviendrai peut-être à tamiser cela pour voir dans quelle mesure prendre tel ou tel autre avis, amender, rejeter, intégrer, et voilà. Donc, les membres de l'équipe des rédactions ne sont pas forcément ceux qui écrivent, puisque généralement, on arrête une thématique et puis nous essayons d'en rédiger un argumentaire, c'est-à-dire un texte, un article de plus ou moins 1 ou 2 pages, retraçant les grandes lignes de la thématique qui sera abordée dans le prochain numéro. Et de ce fait, nous parvenons à envoyer l'argumentaire à question à nos connaissances, à ceux qui s'intéressent facilement à la lecture et à la littérature, donc disons-les ainsi aux férus d'écriture et de littérature, et ceux-ci parviendront aussi à écrire des articles et à nous les envoyer. Donc nous évoluons dans ce sens-là. La jeunesse est l'avenir de demain. C'est pas faux, c'est vrai, mais on ne doit pas seulement projeter la jeunesse dans un futur proche ou lointain. La jeunesse, c'est dit aussi au présent. La jeunesse, c'est aussi la garantie de notre ici et de notre maintenant. Déjà, si la jeunesse n'est pas prise au sérieux par la société, dans le train-train quotidien de notre vie, le futur sera catastrophique. J'étais à bord d'un ketch et puis devant nous, il y avait toute une foule immense de jeunes. Il y en a qui prenaient du chanvre, d'autres qui lançaient des insanités, d'autres encore qui chantaient. Alors, j'étais un peu surpris de voir toute une jeunesse hébétée, en train de s'aliéner dans la mesure où elle parvient à vendre sa propre liberté pour de plaisir assez mesquin et fugitif, de plaisir assez fugace. Alors je me dis, la jeunesse doit parvenir à prendre conscience de son état, qui elle est réellement. Je crois que c'était en 2017, j'ai écrit un article allant aussi dans ce sens-là, pour fustiger ce comportement. Et je veux peut-être aller faire la mécanique à l'ISTA. Mon père dit non, tu iras faire le droit. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est la responsabilité des parents aussi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des maîtres avocats, je ne sais pas, les personnes qui ont fini en droit, aujourd'hui peut-être dans de grands points chauds des Kinshasa, en train de vendre du crédit. Oui. Certains sont receveurs, oui. D'autres sont chauffeurs de taxi, mais ils sont passés par les bancs de l'école, ils sont passés à l'université, faire le droit, la médecine. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont leurs parents qui les ont déroutés? Ah oui, c'est souvent fréquent que de voir, par exemple, un juriste qui aimerait que dans sa lignée, c'est-à-dire parmi ce fils, parmi ce fille, qui est aussi un juriste mais une juriste. Donc, c'est aussi question peut-être de dialogue. Alors, le papa ou bien la maman te propose de faire ceci, d'embrasser telle ou telle autre faculté, mais toi, tu te rends compte que, bon, partant de mon expérience, partant de mes talents, de mes capacités, de mes compétences aussi, je peux facilement parvenir à embrasser telle ou telle autre faculté. Alors, c'est peut-être question que le parent et le concerné, c'est-à-dire le jeune garçon ou la jeune fille parviennent à se mettre d'accord au travers d'un dialogue franc et sincère. Et de ce fait, s'ils parviennent à se mettre d'accord, l'enfant peut, ou bien le jeune peut facilement entrevoir l'opportunité, mais la possibilité d'embrasser la carrière de son choix. Puisque le comble, c'est que
si le jeune ne parvient pas à réussir dans sa vie, puisqu'il était parvenu à opter pour le choix lui indiqué par ses parents, dans ces cas, il dira, bon voilà, si je suis malheureux aujourd'hui, c'est puisque j'avais suivi les conseils de mes parents. Et si le jeune parvient par exemple à être malheureux puisqu'il s'était entêté en n'est pas tenu compte de la faculté qui lui a été suggérée par ses parents, bon, il dira, si je suis malheureux, c'est puisque je n'ai pas su obéir à mes parents. Dans ces cas, je crois que le mieux à faire, c'est de faire la promotion, c'est de faire promouvoir les justes milieux. Donc parvenir à instaurer un dialogue franc et sincère entre le jeune et le parent. De ce fait, il peut facilement parvenir ou bien déboucher à un commun accord. Très bien, il faut favoriser les dialogues entre les parents et les enfants pour que la vie puisse aller mieux. Quittons l'aspect parent actuellement. Est-ce que ces personnes qui doivent servir de modèle pour nous, jeunes politiciens, professeurs, comme je disais avant, est-ce qu'ils font très bien leur travail pour que nous puissions vraiment les avoir pour modèle? Par exemple en politique, parce que plusieurs jeunes pensent que pour avoir de l'argent, pour être connu, pour être indépendant demain, il faut seulement aller en politique. Or, ce n'est pas le cas. Même en agriculture, on peut devenir riche, on peut devenir quelqu'un de très connu, on peut gagner sa notoriété. Mais à Kinshasa particulièrement et au Congo en général, certaines personnes pensent que l'argent c'est dans la politique. Se faire connaître c'est dans la politique. Mais est-ce que ces politiciens, ces gens, est-ce qu'ils nous aident aussi qu'on puisse les avoir comme modèle, comme repère? Parce qu'on va écouter, au Sénat il y a eu sextape. Au cabinet du président, il y a eu détournement. Et là-bas, il y a eu ceci, cela. Est-ce que tu penses vraiment que ces gens sont en train de nous aider aussi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour parvenir à compter des modèles parmi le chef de nos politiciens, de nos enseignants, de nos professeurs, je crois qu'il vaut la peine de disposer d'un critérium assez sévère, assez sérieux et serré. Puisqu'il faudra peut-être tenir compte de la probité morale de la personne, bien du concerné, tenir compte peut-être de son bagage intellectuel, tenir compte de son expérience de vie, de ce qu'il a pu faire pendant sa carrière, je ne sais pas moi, politique ou académique. Le comble, c'est que beaucoup de jeunes gens situés à Kinshasa croient qu'il existe deux domaines qui sont vraiment rémunérateurs. Il y a la politique, comme vous l'avez souligné, ainsi que la musique. Et beaucoup de jeunes gens qui peut-être pouvaient se taper les luxe de devenir de grands médecins, je ne sais pas moi, avocats, juristes, écrivains, se lancent aveuglement sur l'arène politique. Pas pour servir notre nation, notre très belle nation, la République démocratique du Congo, mais peut-être pour des intérêts mesquins, pour des intérêts partisans, égoïstes et égotistes. Ça, c'est vraiment un comportement à déplorer, c'est vraiment un comportement à bannir et à fustiger, puisqu'on doit peut-être parvenir à redorer, comme je le disais tantôt, l'image aussi de la politique. Ici, on croit que, comme dans beaucoup de pays ou d'États aussi, que la politique, c'est vraiment le royaume du mensonge. Donc, être politicien, c'est parvenir à tenir des discours mensongers, c'est la démagogie et ainsi de suite. C'est parvenir à manipuler des foules, à haranguer des foules en longueur de journée, et j'en passe. Et la politique devrait vraiment être redéfinie dans l'assertion de son étymologie même. Puisque si on lit Aristote et Platon, on se rend compte que la politique, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est pas comme on nous la présente aujourd'hui, comme un royaume où le mensonge va vraiment croissant. Non, la politique doit vraiment être redéfinie dans son assertion étymologique, et puis parvenir aussi à assainir notre politique, assainir notre imaginaire, j'allais dire politique. Fort malheureusement, beaucoup de nos politiciens, beaucoup de nos professeurs, si intelligents, si pertinents, si savants soient-ils, ne correspondent pas tellement aux critères ou bien aux critériums liés relativement au modèle qu'on peut peut-être prendre dans notre vie, modèle ou mentor. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup de professeurs dans nos universités
sombre dans ce que j'appelle moi personnellement, la ménopause intellectuelle. Des professeurs qui utilisent des syllabus qui datent, je ne sais pas, des 3 décennies, et ils ne prennent même pas soin de mettre leur syllabus, leur support de cours à jour. Des professeurs qui marchandent de poids au prix d'argent, à coût de sexe, et j'en passe. Et actuellement, on parle dans le jargon universitaire ou estudiantin, ici au pays, surtout ici à Kinshasa, de PST, de points sexuellement transmissibles. Et lorsque l'on recourt à de telles pratiques, lorsque l'on recourt à de telles modalités de réussite, mais quel type de jeunesse avons-nous et quel type d'élite voulons-nous avoir dans le futur, dans un futur proche ou lointain? Donc, c'est vraiment la jeunesse qui est mise au centre et elle risque d'être compromise dans la mesure où elle ne parvient pas tellement à prendre en charge sa propre mission, sa noble mission, et puis de décoller. Et on se rend aussi compte que beaucoup de jeunes gens ont tendance à sombrer dans une certaine, je ne sais pas moi, philosophie qui consiste à croire que, bon, après avoir lu 1, 2 ou 3 versets, on peut facilement s'autoproclamer pasteur, serviteur de Dieu. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes amis, ceux de mon entourage, ceux avec qui j'ai grandi, qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Et ils ne sont passés par aucune école de théologie, par aucune, je ne sais pas, institution allant dans ce sens-là, mais aujourd'hui, ils sont tous devenus serviteurs de Dieu. Je connais même un ami qui faisait la physique à l'université de Kinshasa. Alors, beaucoup d'années plus tard, j'apprendrai que, bon voilà, il ne continue plus ses études à l'université de Kinshasa, puisqu'il aurait reçu une révélation selon laquelle il devait se faire pasteur et laisser de côté ses études. Alors moi, je m'interroge personnellement pour me rendre compte de la véracité de la chose, pour dire, est-ce que l'Esprit Saint peut facilement dire à un jeune qui se recherche encore de mettre fin à ses études et puis de se consacrer aux affaires de Dieu. Bon, c'est un peu compliqué, Donc, je me dis, mais quel type de jeunesse sommes-nous? Et quel type d'élite voulons-nous avoir dans le futur? Dans un futur aussi bien proche tout comme lointain. Donc, on doit peut-être parvenir à revoir les critériums de nos modèles, de nos mentors. 45 ans, j'étais parent sans avoir le boulot. Tu restes comme ça. Donc, yo en tant que jeune, jeune Guinois aussi, est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Ici, nous produisons beaucoup de diplômes. Nous déversons, bien, nos universités déversent beaucoup de diplômés. Fort malheureusement, c'est sur le terrain du chômage. C'est dans un contexte vraiment catastrophique du chômage. Et puis, c'est l'oisiveté qui a le maître mot, qui fait la loi. Et dans tout cela, je pense que nous pouvons quand même parvenir à repenser les systèmes éducatifs congolais dans la mesure du possible. Parvenir à proposer un système qui puisse facilement assurer l'adéquation entre les connaissances que nous sommes en train d'apprendre ou bien les connaissances acquises à l'université ou à l'école secondaire, ainsi que le réalité courante de la vie quotidienne. Autrement dit, l'université doit nous rendre capables de résoudre le problème concret de la vie ordinaire. L'université se veut un laboratoire de réponse aux questions concrètes de la vie ordinaire. Par exemple, aujourd'hui, il se pose de sérieux problèmes avec nos sauts de moutons. Alors, on peut peut-être proposer à une université, à une faculté, que pouvons-nous faire pour parvenir à décompter la situation? Par exemple, il n'y a pas d'eau dans telle commune, dans tel quartier reculé de la ville province de Kinshasa. Que pouvons-nous faire? On pose la question aux universitaires, aux étudiants. Que pouvons-nous faire pour parvenir à contourner la situation? Il y a ceci, il y a cela. Par exemple, avec la Covid-19, que pouvons-nous faire pour que nous parvenions nous-mêmes à fabriquer nos propres respirateurs, nos propres masques et ainsi de suite. Donc l'université doit être vraiment un laboratoire d'où sortiront des réponses assez équilibrées, assez pertinentes à donner à la société.
l'université ne doit pas être quelque chose à mettre vraiment au second plan, mais elle doit vraiment valoir son pesant d'or dans la mesure où elle doit produire des cadres destinés à hisser haut l'étendard de l'excellence, l'étendard du travail bien fait et des valeurs patriotiques. Voilà, à tous ces jeunes qui nous suivent de partout, les Congolais de la diaspora, les Congolais d'ici, un simple message par rapport à tout ce que c'est dit ici. À tous ces jeunes qui nous suivent, je demanderai forcément à parvenir à croire en eux-mêmes, à oser. Nous devons apprendre à oser pour que nous parvenions à décoller. Puisque sans cela, sans cette audace, je crois que nous passerons des journées entières à stagner. Et de ce fait, on sera peut-être la cible des hommes politiques qui aimeraient que nous soyons peut-être là pour recevoir de cadeaux. Et puis, on s'est mis à faire des marches politiques dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Et je crois que nous pouvons parvenir à assumer notre rôle aussi important que celui-là lorsque nous parvenons vraiment à prendre au sérieux ce que nous sommes en réalité. Puisque nous ne sommes pas seulement l'avenir de demain, nous ne sommes pas seulement l'espoir de demain ou bien du futur, proche ou lointain soit-il, mais nous sommes aussi la garantie d'aujourd'hui, dont la jeunesse doit aussi être dite dans notre aujourd'hui, dans notre ici et maintenant. Donc, nous avons vraiment beaucoup de choses à faire, nous avons vraiment une très grande responsabilité, donc il nous convient de nous prendre nous-mêmes au sérieux, il nous convient de croire en nous-mêmes pour que nous parvenions à réaliser des prouesses et des miracles. Voilà, et à ceux parents qui nous gèrent, qui ont aussi une grande part des responsabilités sur nous, un court message pour qu'on puisse clôturer notre émission. À tous les parents, je demanderai forcément de pouvoir susciter auprès de leurs enfants l'estime de soi. Puisque généralement, dans notre pays, on a l'impression que beaucoup de parents ne font pas tellement autant. Puisque quand un enfant parvient, par exemple, à commettre une bêtise, les parents, le papa ou bien la maman va peut-être lancer une insulte en disant « Yo kuto, orobonganaote kuto, ozabo, zobayo » et ainsi de suite. Mais ailleurs, par exemple aux États-Unis, quand un enfant parvient à commettre une bêtise, le papa ou bien la maman l'encourage en disant « Bon voilà, you are strong. Prochainement, tu peux facilement t'améliorer davantage. » Donc, il est question ici de cultiver cette estime de soi, cette confiance en soi-même pour que les enfants, en apprenant cela, parviennent aussi à décoller, parviennent aussi à croire en eux-mêmes. Merci pour que les enfants parviennent à croire en eux-mêmes. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci Archip Moukoko d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.